Alors Gladys, aujourd'hui, on va parler de cet article 73. Oui. Beaucoup de gens parlent souvent article 73, point 1, point 2, etc. Mais souvent, on ne sait pas de quoi on parle. Exactement. Alors, justement, décryptage. Décryptage. Alors, c'est intéressant de s'interroger sur notre statut en ce moment, puisqu'il y a une décision il n'y a pas très longtemps, le 1er juillet, concernant Saint-Martin, tout en sachant que pour Saint-Martin, qui est passé à l'article 74, il y a une règle générale que l'État français doit compenser les compétences, financièrement, les compétences qui sont transférées. Oui. Et à la grande surprise de tout le monde, l'État français s'y est refusé et le Conseil constitutionnel a entériné la décision de l'État français. Donc, ce qui porte à penser qu'il faut véritablement faire attention à ces questions de statut, être très bien informé et comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel l'État a organisé ce genre de loi. Alors, l'article 73, on va parler du dernier article 73, celui qui est issu de la réforme de 2003. Quel alinéa? Ils ont toujours des alinéas. Non, mais... Celui-là n'a pas d'alinéa. Non, pas vraiment. En fait, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a une réforme en 2003 qui a eu quand même des conséquences intéressantes et qui permet aussi de voir l'état d'esprit. Alors cette réforme de 2003, c'est celle qui permet par exemple la collectivité unique ou celle aussi qui garantit qu'il y ait une consultation du peuple guadeloupéen avant une éventuelle... Comme ça s'est fait en Martinique. Comme ça s'est fait en Martinique, comme ça s'est fait en Guyane, donc avant un éventuel changement statutaire. Donc, c'est un changement ou une évolution finalement en termes de lexique? Alors en fait, c'est pas le lexique, c'est plutôt sur institutionnel ou statutaire. Oui. Tant qu'on reste dans le cadre de l'article 73, on est dans des changements institutionnels. Par contre, si on passe de 73 à 74, on est dans un changement statutaire. Et si on est indépendant, on est quoi? C'est aussi une question de statut. Hein. Ça, c'est la révolution qu'on appelle de ses voeux, n'est-ce pas, Jessie? Alors. Donc, cette réforme de 2003, elle a un esprit général. Il s'agissait pour l'État, et là j'assume ces propos, de verrouiller encore plus l'appartenance de la Guadeloupe et de l'ensemble de ses outre-mer au territoire français. En fait, cette réforme surtout a permis premièrement de dire que dans nos territoires, il n'y a pas de peuple, mais il y a des populations. Il y avait une difficulté sur ça. Le Conseil constitutionnel avait quand même reconnu qu'au sein de l'ensemble des territoires ultramarins, dits ultramarins, au sein de l'ensemble de ces territoires, il y avait des peuples, donc on reconnaissait, le Conseil constitutionnel reconnaissait la question des peuples, mais là, la loi est venue rappeler et mettre dans la Constitution française que nous ne sommes pas des peuples mais des populations. Il y a une différence il y a une différence. En termes de lexique là aussi. En termes juridiques, un peuple, ça va avec une nation. Oui. Donc si on est un peuple, la raison d'être une nation va avec un peuple. Par contre, si on ne nous reconnaît pas la qualification de peuple, ça veut dire que nous sommes une population. À l'intérieur d'un ensemble. À l'intérieur d'un ensemble, donc ça veut dire qu'on nous nie aussi la possibilité de nous concevoir en tant que nation. Or, je le dis, le Conseil constitutionnel avait déjà reconnu que nous étions des peuples. Donc c'est un recul. C'est un recul et on voit bien que l'intérêt du législateur, précisément, c'était de verrouiller un peu cette question. Alors, il y a eu un deuxième verrou, c'est de nommer au sein de la Constitution française l'ensemble des territoires d'outre-mer. Alors, ça paraît comme ça anodin de dire, les territoires d'outre-mer, c'est la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc. Et tous les autres. Mais l'important, c'est que c'est signé, c'est dans la Constitution, c'est imposé dans le marbre de la Constitution, ce qui n'avait jamais été fait depuis que ces territoires ont intégré le territoire français. Et pour cause, parce que s'il y a un changement statutaire ou une accession à la souveraineté d'un de ces territoires, il faut faire une réforme de la Constitution. Et pour ça, il faut réunir
le Congrès. Donc il faut réunir le Congrès et il faut une majorité des 3/5. Voilà. Ça veut dire quoi? Une majorité des 3/5 de l'ensemble des députés, de l'ensemble des sénateurs de la France. Donc ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait un accord entre le parti qui est au pouvoir, là en l'occurrence c'est le Parti socialiste, et l'autre parti, les républicains. Donc il faut que tous les deux soient d'accord pour qu'il y ait cette accession à la souveraineté. Alors je prends l'exemple de la Nouvelle-Calédonie puisqu'on en a parlé récemment. Dans la Constitution française, on reconnaît que la Nouvelle-Calédonie a droit à l'accès à la souveraineté. Et ils ont un statut qui leur est propre. Et ça a été négocié après des événements d'Ouvéa dont on se souvient en 1988. Et il y a eu une négociation entre le gouvernement de Michel Rocard de l'époque et les représentants donc, du peuple kanak de la Nouvelle-Calédonie. Et donc ils ont pu négocier cela pour qu'il y ait une reconnaissance de la souveraineté du peuple kanak au sein de leur pays, la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ça n'est plus possible parce que pour pouvoir faire ces négociations, il faut changer la Constitution. Sauf s'il y a des événements douloureux. Mais quand bien même, comme c'est dans la Constitution, il faut enlever le nom de ce territoire, donc en l'occurrence par exemple, prenons l'exemple de la Guadeloupe, de la Constitution pour qu'on puisse signer en tout cas les négociations. Donc ça sous-entend que ces négociations-là, à l'époque, si la Nouvelle-Calédonie était sous le régime, si ce qui a été négocié pour la Nouvelle-Calédonie était sous le régime actuel depuis la réforme constitutionnelle de 2003, ça n'aurait pas pu être possible. Alors ils nous ont mis au même stade que la Corse en fait. Pire encore, parce que dans cette aussi réforme, ils ont bien établi une ligne de démarcation étanche entre la France et nous. C'est-à-dire que dans la Constitution, on dit bien que la France a des statuts dans le cadre de l'article 72, mais pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, ça ne peut être que l'article 73 ou 74. En gros, si une région française dit nous, on aimerait bien avoir le même statut que la Guadeloupe, c'est impossible. Sinon, il faut changer la Constitution. Si la Corse dit non, mais ce qui est dans les territoires d'outre-mer, ça nous intéresse, c'est impossible. Et pareil, si nous, on dit on aimerait bien le statut de la Corse, c'est impossible puisqu'il faudra changer la Constitution. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de verrouiller les choses et de maintenir donc l'ensemble des Outre-mer au sein du territoire français sans qu'il y ait, en rajoutant des verrous supplémentaires pour une éventuelle accession à la souveraineté. C'est vrai que certains sont dans le fantasme du largage. Non. On en est très très loin. Ils sont en train de mettre en place un certain nombre de verrous pour empêcher que ça soit possible. Donc soyez, pour ceux qui ont peur de ça, c'est pas du tout l'état d'esprit de la maison. Bon. Et alors curieusement, ce changement intervient sous un régime socialiste. Oui, c'est bien. Socialiste sur le progrès. Alors non, il y a eu aussi l'intervention des gouvernements. À l'époque, c'était des gouvernements de droite aussi, puisque Lucette Michaud-Chevry a porté tout cela. Donc bon. Il y a plein de rapports là-dessus. Oui, exactement. Donc bon, on nous a présenté ça comme quelque chose qui était mieux pour nous, puisqu'on apportait donc cette possibilité de consultation avant le changement statutaire, mais là encore il y a eu une arnaque, parce que cette consultation telle qu'elle est prévue, c'est un chèque en blanc qu'on nous demande de signer, puisqu'il n'est pas prévu que nos élus puissent négocier avant les conditions du changement soit institutionnel, soit du statut, avant qu'il y ait la consultation. Et il y a eu un exemple très concret qui s'est produit sous nos yeux, c'est le changement institutionnel de la Martinique et de la Guyane. Je rappelle qu'en 2010, les Guyanais et les Martiniquais avaient demandé, les élus en congrès avaient demandé le changement vers l'article 74, et en fait, l'État français a rajouté une question, à savoir la question de la collectivité unique. C'était pas une demande des élus martiniquais et guyanais, ils n'en avaient pas discuté avec l'État français. Personne ne savait dans quelles conditions cette accession à la collectivité unique, si le peuple disait oui, aurait pu se passer. Mais pourtant, l'État s'est arrogé le droit de rajouter cette question. Les Guyanais et les Martiniquais ont dit oui.
de par cette consultation. Et c'est bien après que les élus ont appris, maintenant que vous êtes passé à la collectivité unique, les dotations vont baisser. Il faudra en Martinique renvoyer 600 personnes parce que les non-titulaires ne devront pas être dans la nouvelle collectivité. Donc ça, on ne nous le dit pas, mais ils l'ont appris bien après. Et effectivement, là, il n'y avait pas lieu de négociation puisque la consultation avait déjà eu lieu. Donc là aussi, il faut se rappeler que cette réforme qui a mis en place notre article actuel 73 avait cet état d'esprit. Alors, que dit l'article 73 ? En fait, il se distingue de l'article 74. Il y a 2 statuts pour les collectivités d'outre-mer, à savoir 73, ce qu'on appelle l'identité législative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la loi qui est en France est censée être la même dans ces territoires. Donc, quand on vote, oui, je dis bien censée et à dessein. Oui. Quand on vote une loi en France, elle est censée s'appliquer de la même façon dans nos territoires, ceux de l'article 73. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est applicable de plein droit. C'est ça ? Exactement. Et pour l'article 74, en fait, il s'agit d'une négociation avec un certain nombre de compétences qui sont négociées avec l'État français, qui sont renvoyées donc, dans ce territoire. Donc, il y a autant d'articles 73 que de collectivités sur les articles 73. Or, je remarque juste qu'il y a une disparité de traitement entre les collectivités qui ont été colonisées uniquement par des colons français et où il n'y a pas d'autres populations. Je pense à Saint-Pierre-et-Miquelon, je pense à Saint-Barthélemy, alors enfin des colons, qu'ils soient français, disons des colons européens, voilà. Sans qu'il y ait une population notamment d'ascendance africaine ou indigène. Ceux-là, ils ont des traitements différents parce qu'ils ont pu changer à l'envi de statut. Par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon est passé... un traitement épidermique. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, en tout cas sur les faits, c'est ce qu'on voit. Donc, Saint-Pierre-et-Miquelon a pu changer, passer de l'article 73, 74, revenir à l'article 74, enfin bon, en peu de temps. Saint-Barthélemy a évolué vers un article 74 qui était largement mieux négocié que celui de Saint-Martin, puisqu'ils l'ont fait en même temps. Donc, on aurait pu imaginer que ça aurait pu se faire dans les mêmes conditions. Oui. Évidemment, ça n'était pas les mêmes conditions. Alors que, par exemple, pour Mayotte, qui a toujours demandé d'être sous l'article 73, il a fallu 30 ans pour que la promesse de la France de faire que ce territoire soit un département français, eh bien, puisse être tenue, alors qu'entre-temps, Saint-Pierre-et-Miquelon avait eu le temps de changer je ne sais pas combien de fois de statut. Donc on voit bien qu'il y a quand même une disparité de traitement, il faut le dire, entre les territoires. Et quand on regarde quels sont les territoires qui sont avantagés, force est de constater que ceux qui sont peuplés uniquement par des anciens colons français ou européens ont une disparité de traitement avec les autres. Alors, dans l'article 73, en fait, on est censé avoir la même loi que la France, mais il y a une possibilité d'adaptation de ces lois. Alors, soit directement, le gouvernement français peut adapter la loi, soit nous pouvons demander à ce que la loi soit adaptée, ou soit on peut demander une habilitation, c'est-à-dire avoir une législation spécifique dans un cadre très particulier. On demande l'autorisation à l'État français de pouvoir avoir cette législation et puis on met en place cette législation. Sauf que, alors ça c'est ce que dit le texte, sauf que dans la réalité, en fait, les adaptations sont très nombreuses, issues du gouvernement. Bon, par exemple, pourquoi quand il y a une indemnité ou une allocation française qui est proposée à la population, il y a toujours un tarif d'homme et un tarif français. Bon. Après, il y a un rattrapage qui se fait. Mais c'est précisément parce qu'il y a des adaptations qui disent, voilà, on donne l'allocation parent isolé. En France, c'est tel tarif, mais pour nous, en Guadeloupe, ce sera moins. Et sachez que quand même pour cette allocation... Pour le SMIC, par exemple. Oui, pour cette allocation parents isolés, ça n'est qu'en 2007 qu'il y a eu un rattrapage et que les parents guadeloupéens ont eu exactement les mêmes allocations que les Français. Alors, la départementalisation de 1946 était censée empêcher ces disparités. On voit bien que 70 ans après, on est toujours dans la même problématique parce que, alors même que l'article 73 nous garantit la même loi qu'en France, l'État français peut à l'envi adapter, donc selon ce qu'il arrange, et c'est toujours
en réduisant nos droits évidemment, que cette adaptation se fait. Alors, il y a aussi donc les adaptations. Donc nous aussi, nous pouvons légiférer. La Guadeloupe a adapté à des habilitations, du moins. La Guadeloupe a eu une habilitation notamment sur la réglementation thermique. La Guadeloupe a eu une habilitation aussi sur la formation professionnelle. Mais quand concrètement on voit comment les choses se passent, en fait, cette réglementation n'a pas vocation à véritablement s'appliquer, puisque l'État français après dit que concernant tout ce qui est le contrôle de l'effectivité de cette réglementation, ça ne rentre pas dans ses compétences. Or la région non plus n'a pas les moyens de contrôler qu'une législation s'applique, faire en sorte que de sanctionner les manquements à cette législation. Donc ce qui fait qu'en fait on a bien une habilitation, il y a bien une loi issue de la région Guadeloupe, mais il n'y a aucune obligation à ce que cette loi puisse s'appliquer, puisqu'il n'y a pas de contrôle et que l'État n'a absolument pas l'intention de contrôler l'effectivité donc de cette réglementation. Donc en fait c'est sur le papier, mais dans la réalité, dans le concret, en fait, ça a un impact moindre. Concernant la formation professionnelle, comme il s'agissait de créer une institution, cette institution a été créée, donc là ça s'est véritablement appliqué, donc c'est différent. Donc voilà en gros ce que l'on peut dire sur l'article 73. Alors il faut quand même, Gladys, peut-être expliciter un peu ce qui s'est passé à Saint-Martin, puisque Saint-Martin en 2007 choisit une évolution vers le 74, en pensant que l'État français allait appliquer concrètement et résolument tout ce qui était prévu dans le dispositif, et 10 ans, moins de 10 ans après, on se rend compte d'une chose, c'est que certaines compensations financières ne sont toujours pas arrivées. Exactement. Et non seulement elles ne sont pas arrivées, parce que les Saint-Martinois sont allés au Conseil constitutionnel pour exiger, et on leur dit négatif, vous ne pouvez pas avoir droit à cela, pas de compensation financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, Saint-Martin, qui était une île franche, une zone franche, où les gens ne payaient pas des impôts au même taux que la Guadeloupe ou même que la France, aujourd'hui, Saint-Martin se trouve dans une situation financière désastreuse, parce qu'il lui manque des recettes privées. Alors, l'État français dit, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, sauf qu'on se rend compte d'une chose, c'est que l'État français n'applique pas ses propres règles. C'est principe élémentaire. Chaque transfert de compétences doit être compensé. Ça, c'est un principe de base élémentaire. Mais on se rend bien compte que, comme Saint-Martin n'a pas eu la possibilité de négocier aussi bien que, par exemple, Saint-Barthélemy, à l'avance, ce passage à l'article 74, il y a eu un certain nombre de choses qui n'ont pas été correctement négociées. Et il y a en plus de ça une volonté visible de l'État français de ne pas respecter sa propre législation. Et quand on pousse plus le raisonnement, ça signifie quoi? Ça signifie que tout Guadeloupéen aujourd'hui, tout peuple guadeloupéen, population indienne, mais enfin peuple guadeloupéen qui voudrait évoluer vers le 74, on vous dit, ça signifie qu'on dit, regardez ce qui se passe à Saint-Martin. Donc, oui, on a envie de faire un exemple, mais moi, négatif. Mais moi j'ai envie de dire, mais regardons ce qui se passe à Saint-Barthélemy, puisque c'est exactement la même chose. Sauf que Saint-Barthélemy, Gladys venait de le dire, ils sont pas ce sont des leucodères. Oui, mais l'exemple de Saint-Barthélemy veut dire qu'il peut y avoir des passages à l'article 74 bien négociés. Oui, il faut négocier. C'est une nécessité absolue. À partir du moment que l'on a un projet précis et que l'on sait quels sont, sur le plan réglementaire, quels sont les règlements qu'il est nécessaire d'adopter, eh bien, ça peut se passer tout à fait bien et ça peut être une opération positive. Alors, je voulais juste rajouter une dernière chose, parce qu'on parle du statut et on a le sentiment que c'est un peu éthéré, comme ça, que ça n'a pas de lien avec notre quotidien. Or, c'est une question absolument primordiale parce que ça détermine un ensemble d'éléments, notamment concernant notre économie. On dit que la Guadeloupe, que l'économie guadeloupéenne doit se développer par la production guadeloupéenne, ça c'est une évidence, et ce qui s'oppose à cela, c'est les importations qui donc nous envahissent. 80% de ce que nous consommons sort de l'étranger. Alors, il y a un chiffre très impressionnant, les Guadeloupéens achètent plus de 2,7 milliards d'euros par an
en produits importés, dont la moitié vient de la France. Donc ça veut dire que pour la France, nous représentons un marché environ d'1,5 milliard captif d'environ 1,5 milliard par an. Donc on imagine le nombre d'entreprises et de familles françaises qui sont nourries par les produits que nous achetons. Alors une partie de cet argent aurait pu nourrir des familles guadeloupéennes si une partie de ce que nous importions était produit ici. Sauf que le système tel qu'il est mis en place par, encore une fois, les institutions et l'État français ne le permet pas complètement. Il y a une volonté, en tout cas, de faire en sorte que les importations soient de plus en plus importantes. Et je donne pour ça 2 exemples. Sachez que les collectivités, l'ensemble de nos collectivités sont nourries par les importations. J'ai regardé là sur le dernier budget de la région, 47% du budget de la région sont issus soit de l'octroi de mer, 27% l'octroi de mer, et 20% les taxes sur le carburant. Donc, l'octroi de mer, c'est quoi? C'est une taxe sur ce qui est importé. Taxe coloniale, il faut dire. Sur ce qui est importé, et pas que sur ce qui est importé, mais en gros le gros de l'octroi de mer vient quand même des produits importés. Tout à fait. Bon, donc quand on se rend compte que 30% du budget de la région vient de nos importations, forcément, enfin en grande partie de nos importations, forcément, on voit bien que si les collectivités sont nourries par le produit de l'importation, ce ne sont pas les élus qui sont à la tête de ces collectivités qui vont remettre en cause. Eux, ils vont toujours appeler à ce qu'il y ait plus d'importation parce que ça leur permettra d'avoir plus d'entrée d'argent. Donc, la façon dont on a conçu les collectivités, ça a été fait pour précisément faire en sorte qu'il y ait une inflation de ces importations. Et j'ajoute, Gladys, que la semaine dernière, Jessie n'était pas là, il y avait une conférence de presse de l'INSEE et de l'IEDOM où, devant des journalistes passifs, le représentant de l'IEDOM dit que l'économie de la Guadeloupe se développe parce que la consommation a augmenté. Voilà, mais c'est incroyable, un truc comme ça. C'est l'état d'esprit de l'État français. Parce que, en fait, pour être honnête, quand on regarde à la fois les statuts et la façon dont les choses sont organisées, comment on finance les collectivités, par exemple les dotations de l'État, ça ne représente que 18% du budget de la région. Tout le reste, c'est nous en fait. C'est nous qui payons pour que la région puisse vivre. 18%, c'est ce que l'État donne et le reste, c'est nous. La dotation globale de 18%. Donc c'est assez grave. Alors, si ça n'était que ça, il y a ce qu'on appelle la TVA non perçue récupérable. Moi, j'appelle ça une subvention. En fait, c'est de l'argent qui est donné aux entreprises pour faire en sorte... En fait, c'est un jeu comptable. C'est comme si ils étaient censés récupérer une TVA, mais qu'ils n'ont pas perçue. Donc, c'est un jeu comptable qui leur permet d'avoir un chèque de l'État, parce qu'à la fin, ça se transmet par un chèque de l'État par rapport à des produits qu'ils ont importés. En général, cette TVA non perçue récupérable, c'est sur des produits, en général, sur des produits importés. Et ce sont des sommes considérables. En 2009, l'État a reversé, donc à certaines entreprises importatrices, notamment importatrices, 225 millions d'euros. 225 millions d'euros quand, en général, l'État donne 280 millions d'euros par an à l'ensemble de nos collectivités. Bon, et ils ont quand même, après 2009, ils se sont rendus compte que c'était un petit peu trop, un petit peu choquant, mais les derniers chiffres, c'est autour des 100 millions, c'est pas rien. Donc 100 millions reversés à des entreprises juste parce qu'elles importent une partie de certains produits. Alors, ça n'est pas que pour certains produits importés, il y a aussi d'autres produits qui ne sont pas importés, mais le gros aussi de cette TVA non perçue récupérable, c'est pour des produits importés. Donc, il y a bien une volonté de l'État de mettre en place le fait que les importations ne se réduisent pas, mais augmentent et qu'elles financent à la fois les collectivités, on subventionne les importateurs, donc c'est vraiment un cercle vicieux et on ne peut pas dire à côté on veut que vous développiez votre économie, on veut développer la production guadeloupéenne et en même temps payer ceux qui importent.
Voilà, 12h58. Un dernier mot, Gladys, peut-être? Je pense qu'on devrait mieux connaître notre statut pour après savoir effectivement s'il est si adapté que cela à notre situation. Alors, question à 2 millions d'euros. Est-ce que les élus sont en mesure de réagir face à ça, nos élus actuels? Est-ce que nos élus sont mais il faudrait qu'ils aient une lecture critique de notre statut. Une lecture d'abord, avant même de critiquer une lecture. Bien, voilà, il est 12h59. Merci Gladys pour ce dernier décryptage de la saison 2 du ZCL. On va retrouver Gladys à partir de septembre pour des éclairages et des décryptages aussi intéressants.